Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux trois principaux modèles didactiques, c'est-à-dire au modèle dans lequel s'inscrivent la préparation et la diffusion d'un enseignement. Le premier modèle que je vais vous présenter est le modèle transmissif. Il trouve ses origines dans les travaux de Comenius en 1657 et les travaux du philosophe Locke, un Anglais, de 1632 à 1704. Ce modèle a été théorisé par les chercheurs Shannon et Weaver qui s'intéressaient aux transmissions télégraphiques. Ce modèle repose sur le principe de la tête vide, c'est-à-dire un apprenant qui n'a pas de conception ou de représentation a priori du savoir qu'il va recevoir ou que l'on va lui enseigner. C'est-à-dire que ces connaissances avant l'acquisition de ce savoir ne viendront pas parasiter la compréhension et l'assimilation de celui-ci. Ce modèle repose sur la qualité du message qui va être codé par l'enseignant et diffusé aux apprenants. Nous pouvons schématiser ce modèle transmissif par le schéma suivant. On voit la source, c'est-à-dire le savoir que l'on souhaite transmettre aux apprenants. Cette source, ce savoir, va être transformé en message, c'est la préparation par l'enseignant. L'enseignant va coder ce message, c'est-à-dire c'est sa diffusion, quelle que soit sa forme, que ce soit un cours magistral, un discours, un écrit, projection. L'apprenant va décoder le message et le reconstruire, c'est sa compréhension du savoir, et on espère, on souhaite, on veut, que le message reconstruit corresponde au savoir source. L'apprenant est passé de la tête vide à la tête pleine. On voit directement sur ce schéma que des bruits peuvent venir parasiter le décodage du code donné par l'enseignant. Ces bruits peuvent être personnels à l'apprenant, c'est sa compréhension, son écoute, sa capacité à comprendre, ou extérieurs, environnementaux. Ça peut aller des autres qui écoutent le message et qui peuvent parasiter sa compréhension, ou l'environnement, ou la structure, la journée. Dans ce modèle transmissif, quel est le statut de l'erreur? L'erreur n'est pas exploitée, l'erreur est même totalement évitée. En cas de difficulté de compréhension, dont on peut avoir connaissance soit par des évaluations sommatives, soit par des évaluations ponctuelles, soit par des interactions occasionnelles avec les apprenants, on va pouvoir reformuler le discours. On va pouvoir demander aux apprenants d'en faire une nouvelle lecture, d'avoir un discours et une lecture différente, d'avoir une compréhension de ce qui a été retenu par l'élève ou par l'apprenant à travers une nouvelle narration, c'est-à-dire un nouveau message, un nouveau codage, qui n'est non plus cette fois fait par l'enseignant, mais par l'apprenant. En cas de grande difficulté, on remettra en cause la qualité du message codé par l'enseignant, et c'est sur ce point qu'il faudra retravailler. Quels sont les atouts et les limites de ce modèle? Les principaux atouts, la rapidité de la diffusion, la globalité de la diffusion et la capacité à toucher un grand nombre d'apprenants. Une limite très importante, c'est qu'elle ne prend pas en compte la singularité de chacun des apprenants à travers ses capacités ou à travers ses connaissances a priori. Le deuxième modèle que je vous présente est le modèle pseudo-constructiviste, aussi appelé behavioriste, aussi dit comportementaliste. On parle parfois de modèle pseudo-socio-constructiviste lorsqu'une dimension sociale est apportée au modèle pseudo-constructiviste. Il tire ses origines dans les études sur la physiologie animale, qui ont lieu principalement en Russie, et en particulier avec le chercheur Pavlov, mais aussi de la psychologie expérimentale, issue des États-Unis, avec Tordick et Skinner dans les années 1920-1930. Ce modèle est basé sur la création de stimuli, qui
va provoquer une réaction de l'apprenant qui va exécuter des tâches pour répondre aux stimuli. Ces tâches vont lui permettre de développer de nouveaux comportements. Pour un apprenant, ça va être des connaissances ou des compétences, ou provoquer l'adaptation des comportements existants aux nouveaux besoins, c'est-à-dire acculturer les nouvelles connaissances ou les nouvelles compétences aux anciennes, quitte à les renforcer ou à les remodeler. On pourrait schématiser ce modèle soit par le schéma de gauche, où le savoir visé est décomposé en plusieurs situations qui vont être accompagnées d'un stimuli, d'une tâche et d'une nouvelle acquisition par l'apprenant. L'ensemble de ces situations, lorsqu'elles ont été traitées, va permettre la construction de sens, qui va permettre la reconstruction de la connaissance ou de la compétence visée par l'élève. On peut représenter aussi ce modèle par le schéma de droite. On imagine un état initial des connaissances de l'élève. Après avoir franchi différentes étapes intermédiaires que sont les situations, il va arriver à un état de connaissance finale, celui visé par l'enseignant. Chacune de ces situations, chacune de ces étapes, chacun des problèmes qui sont proposés sont progressifs pour atteindre la connaissance finale ou sont complémentaires, toujours pour atteindre la connaissance ou la compétence visée par l'enseignant. Quel est le statut de l'erreur dans ce modèle? Eh bien, l'erreur est encore à proscrire. L'erreur est issue soit d'un échec de la préparation, c'est-à-dire que la préparation ne permettait pas de s'inscrire dans ce modèle. Par exemple, des situations proposées sont inaccessibles à l'apprenant, ou l'ensemble des situations proposées ne permettent pas la reconstruction du savoir visé. Deuxième possibilité, c'est une rupture d'engagement de l'élève, soit parce que les stimuli ne sont pas adaptés, soit parce que l'apprenant ne veut pas y répondre. Quels sont les atouts et les limites de ce modèle? Premier atout, l'élève est en activité dans un environnement rassurant sur ses capacités. On lui propose des situations qu'il est capable de résoudre. L'élève est renforcé positivement dans une démarche de réussite. Les automatismes sont facilement construits. Par contre, il est parfois difficile de donner du sens au savoir visé, qui est scindé en petites étapes ou en situations différentes. Les connaissances construites sont issues de savoirs morcelés et l'identification de la connaissance visée n'est pas toujours lisible par l'apprenant, voire réexploitable ou assimilable. Le dernier modèle que je vous propose d'aborder est le modèle constructiviste. Il tire ses origines dans les travaux de Piaget, 1925, sur le constructivisme, et de Brunner, de 66 à 86. Il s'inscrit dans les courants geltaltistes, qui signifie prendre en forme, construire, pour lesquels l'apprentissage est une restructuration et non une simple association. Ce courant s'intéresse à la perception des situations, aux variables, et non plus au simple conditionnement, comme c'était le cas pour le behaviorisme. S'inscrit aussi dans le courant cognitiviste. L'apprenant est l'acteur de ces apprentissages qui ne résultent pas que de conditionnement et d'apport de l'enseignant. Apprendre, c'est traiter de l'information. Les principes de ce modèle, ils sont basés sur une interaction entre sujet, objet et environnement avec différents stades qui ont été proposés par Piaget. Il est basé aussi sur la résolution de situations-problèmes sur lesquelles nous reviendrons dans une autre vidéo, qui est au cœur de l'activité d'enseignement dans ce modèle. L'apprentissage résulte de processus d'assimilation et d'accommodation. Ce processus d'assimilation et d'accommodation peut être représenté par les schémas suivants. Le schéma du haut est un processus d'assimilation. La connaissance ou l'état de la connaissance initiale de l'apprenant ne comprend pas la connaissance qui va être apportée par l'enseignant. La situation problème proposée va permettre à l'apprenant
d'acquérir cette nouvelle connaissance. Et dans la structure finale des connaissances, il y a les connaissances initiales plus cette nouvelle connaissance. Deuxième processus possible, le processus d'accommodation. Les connaissances initiales de l'apprenant sont en équilibre, satisfaisantes par rapport aux situations qu'il a rencontrées jusqu'alors. En lui proposant une nouvelle situation problème, l'apprenant va connaître une phase de déséquilibre où il n'a plus de certitude sur une partie de ses connaissances qu'il va reconstruire ou compléter ou réorganiser de façon plus globale ou plus générale par rapport aux nouvelles situations, problèmes qui lui sont proposés. Ces connaissances sont restructurées, il a acquis de nouvelles connaissances, c'est-à-dire de nouveaux savoirs. Dans ce modèle constructiviste, l'apprentissage se fait par un équilibre entre les processus d'assimilation et d'accommodation suivant les situations proposées et suivant les connaissances, compétences, savoirs initiaux de l'apprenant. Dans ce modèle, le statut de l'erreur est très présent. L'erreur est un des objets d'apprentissage et de négociation. Elle apparaît dans les processus de recherche, de stabilisation et d'explicitation, voire de négociation des résultats lorsque l'on a appliqué une procédure de résolution à une situation problème. Les atouts et les difficultés relatives à ce modèle. L'élève est actif et acteur de cet apprentissage. Ce modèle tient compte des développements physiologiques et cognitifs de l'élève, suivant la tranche d'âge, suivant ses compétences, suivant sa rapidité, suivant ses capacités. Par contre, ce modèle est chronophage, il peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre du temps de résoudre les situations problèmes et de leur donner du sens. Les situations d'apprentissage peuvent être complexes à appréhender, complexes à s'approprier, complexes à gérer, complexes à présenter. Ce modèle peut rendre difficile la gestion de l'hétérogénéité des élèves, la construction de situations problèmes adaptées aux objectifs de l'enseignant peut être difficile et parfois s'avérer impossible. C'est-à-dire que l'on ne trouvera pas de situation problème qui permettra de répondre à un objectif d'enseignement ou un savoir visé. Enfin, le modèle socio-constructiviste qui découle du modèle constructiviste en y ajoutant une dimension sociale. Ce modèle a été développé par Vygotsky à partir de 1985. Il favorise la recherche et évite les blocages. Effectivement, l'individu dans la société va avoir des interactions à plusieurs, on a plus d'idées, on a plus de propositions de procédures, on a plus de capacité de vérifier des procédures, de vérifier des résultats ou d'émettre des hypothèses ou des propositions. Il aide à l'exploitation de procédures à la validation, négociation de ces dernières. Effectivement, plus de personnes évaluent une procédure, plus il y a de chances qu'on l'évalue correctement. Elle favorise la réactivation et la mémorisation par l'énonciation de sa pensée, de ses connaissances, de ses raisonnements et de ses savoirs. Ce modèle facilite l'activité du maître, potentiellement. En effet, les travaux de groupe peuvent simplifier l'activité du maître s'ils sont considérés comme des individus. Attention, si l'on propose des travaux de groupe dans une classe, la compétence être capable de travailler en groupe doit être acquise. Pour poursuivre cette courte présentation, je vous invite à consulter les ressources inscrites dans chaque modèle didactique d'enseignement qui vous a été présenté, à visualiser des séquences ou des séances filmées inscrites dans chacun de ces modèles. À partir de ces ressources, de ces séances ou des items du programme, je vous invite à vous projeter dans une pratique qui soit inscrite dans l'un ou l'autre de ces modèles, et en particulier à identifier quelle en serait la préparation, comment se ferait le déroulement de cet enseignement, quel serait le rôle des élèves, quelles seraient les tâches de chacun, l'enseignant, l'élève, comment évaluer les acquisitions, comment évaluer le travail de l'enseignant, etc.